Salam alaikum Mazouf Laoun, bonsoir. Dans sa biographie officielle, consultable sur le site de la présidence de la République, nous pouvons lire que Bouteflika est né le 2 mars 1937. Son anniversaire aujourd'hui. On ne nous dit pas où il est né. La biographie se contente de dire qu'il est né le 2 mars 1937. D'habitude, on dit « Ah ». Là, on ne nous dit pas. Comme s'il était rédhibitoire de naître à Oujda. On nous y dit aussi, dans la même biographie, que le commandant Abdelaziz Bouteflika a été affecté aux frontières méridionales du pays pour commander le front du Mali. D'où son nom de guerre de Abdelkader el-Mali. Nous y apprenons donc que la révolution algérienne avait un front au Mali. On nous dit aussi, dans la même biographie officielle, diffusée par la même présidence de la République, écoutez bien, très important, qu'en 1961, Abdelaziz Bouteflika entre clandestinement en France dans le cadre d'une mission de contact avec les leaders historiques de la Révolution détenus à Aulnois. C'est dans cette biographie officielle, qui est sur le site de la présidence de la République algérienne, qu'en 1961, Bouteflika est entré clandestinement en France pour aller visiter les détenus d'Aulnois. Vous avez bien entendu, clandestinement. La biographie officielle nous apprend que Bouteflika est entré donc clandestinement en France en 1961 pour y rencontrer les prisonniers d'Aulnois. Alors qu'en fait, c'était De Gaulle, nous dit-on en personne, qui avait demandé au roi Mohamed V de lui délivrer un passeport marocain pour lui permettre d'entrer légalement en France. Cette entrée clandestine en France, qui allait sceller le sort de l'Algérie indépendante, allait permettre à Abdelaziz Bouteflika de rencontrer les historiques qui étaient détenus à Aulnois, au château d'Aulnois, pour transmettre à l'un d'eux la proposition de Boumedienne qui s'apprêtait à se servir de l'armée des frontières pour prendre le pouvoir par la force aussitôt que l'indépendance serait proclamée, et c'est ce qu'il fit avant même que les Algériens ne comprennent ce qui leur arrivait. Mais Boumedienne, se sachant un parfait inconnu pour la plupart du peuple algérien, avait besoin d'un historique à mettre en façade le temps qu'il se prépare à prendre directement le pouvoir. Il chargea donc Bouteflika d'aller faire cette proposition à Mohamed Boudiaf ou à Ahmed Ben Bella. Boudiaf refusa violemment, selon le témoignage personnel de Hussein Ait Ahmed. Ben Bella accepta avec enthousiasme. Il se plia à la condition sine qua non de Boumedienne de lui laisser la vice-présidence et le ministère de la Défense. Ministère de la Défense qui allait lui permettre, en 1965, de finir le boulot. Nous ne rappellerons jamais assez, pour la compréhension du tout, que c'est le général de Gaulle, ou du moins les autorités françaises de l'époque, qui avait arrangé, ou du moins accepté, cette rencontre fatidique de Bouteflika avec les prisonniers d'Aulnois. Une rencontre que la biographie officielle du président Bouteflika présente, et vous pouvez aller la voir de vos propres yeux, sur le site de la présidence algérienne, comme étant une visite clandestine. L'en faut du culot. C'est un commandant de l'ALN, pendant la guerre de révolution, avant l'indépendance, qui visite dans leur prison les détenus politiques les plus surveillés de France, de façon clandestine. En 1962, Bouteflika est ministre du premier gouvernement algérien. D'abord ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, puis ministre des Affaires étrangères. Il avait moins de 25 ans. On dit qu'il était le plus jeune ministre au monde. Aujourd'hui, il en a 79. Et il est le chef de l'État algérien, chef d'État pour la 4e fois consécutive. Nous allons regarder quelques images. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier.
Tout s'est passé très très vite. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Le lendemain, le bureau politique devait se réunir pour mettre en minorité Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères. Boumedienne et Bouteflika ont donc gagné de vitesse Ben Bella. Après une dizaine d'heures de silence, les nouveaux chefs de l'Algérie lancent des appels à la radio d'Alger. Ben Bella est présenté comme le dictateur, le tyran, assoiffé de pouvoir, l'homme qui veut à tout prix représenter à lui seul l'Algérie. Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. J'ai pu l'approcher sur le terrain d'aviation de Maison-Blanche. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumedienne, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Dans ce pays, il n'y a pas une seule famille qui n'ait eu un fils, un père, un parent dans l'armée de libération nationale. C'est vous dire que nous sortons des entrailles du peuple, que nous appartenons profondément à ce peuple et que rien ne nous séparera de ce peuple. C'est dire aussi que le terme putsch est un terme tout à fait impropre. Je dis bien tout à fait impropre parce que sur le plan des options, la révolution continue. Elle doit plus que jamais continuer. Nous sommes à la veille d'une conférence internationale, évidemment la plus importante qui puisse se tenir à la veille dans un pays du tiers-monde. Cette conférence se propose de lutter contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. فجاي لي طاب جنانه طاب جنانه طاب جنانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عاش من عرف قدره والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها مسؤول ما يطولش في الكرسي ما يلزمش يحمل الكرسي مسؤول لازم يحط البصمه نتاعه ويروح لان المسؤول اللي يطول ما يمنش بالتداول ما يمنش باللي غيره يمكن يكون اكفأ منه ما يمنش باللي المكان هذا لازم الناس تتداول عليه Enfin, aujourd'hui. Le matin, Algérie. Quand Abdelaziz Bouteflika n'a plus rien à perdre. Par Ehsen Betahar. Liberté. Meeting d'Abdelrazak Moukri à Tizi Ouzou. Bouteflika est responsable de la crise. Par Samir Leslous. Jeune Afrique. Algérie, comment gouverne vraiment Bouteflika par Farid Ahlilat.
Aujourd'hui, avec nous, par ordre alphabétique, Montassar Oubatron, journaliste et chercheur en histoire. Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale. Brahim Youssi, président de l'UDM. Montassar Oubatron, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Montassar Oubatron. Alors, Fakhamatouhou, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, paraît-il, le président de la, monsieur le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fête son 79e anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? J'ai entendu, j'ai dans mes mains sa biographie officielle, comme vous l'avez annoncé, qui est sur le site mouradia.dz. C'est incroyable, justement. Il est né nulle part ailleurs en 1937. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette biographie qui ne ressemble pas à une biographie. D'abord, comme vous l'avez si bien dit, cette histoire de 1961, comment un monsieur, un commandant de l'ALN puisse rentrer en France et plus que ça, rentrer dans une prison de très haute sécurité, alors qu'à l'époque, la Wilaya 5 au Maroc, elle était dirigée par le général Jacquin. Et il tuait toute personne qu'il voulait, et beaucoup de gens ont été assassinés au Maroc. Donc pouvoir rentrer en France déjà, c'est impossible pour quelqu'un qui est officier de l'ALN, et moi encore pour une prison de sécurité. Donc ça se voit, c'est les arrangements pour l'indépendance, donc ça se confirme avec tous les écrits qui sont écrits, qui sont en train de sortir avec les archives qui avaient préparation de l'élite. Donc la France, c'est avec la volonté française qu'il est rentré, et aucun historien. Mais la biographie dit bien, c'est une biographie officielle, hein. Elle dit qu'il est rentré clandestinement en France pour rencontrer les prisonniers au château d'Aulnoy. Avec un passeport marocain. Avec un passeport marocain, et les Français ne se sont pas rendus compte. Voilà. Je ne sais pas comment il est passé pour voir Ben Bella et Boudiaf et Aït Ahmed étaient clandestins, personne ne l'a vu. C'est la biographie officielle de la présidence de la République qui l'affirme. Sinon, Montassar Oubatron, le deuxième point que j'aimerais vous entendre commenter pour nos téléspectateurs, c'est on nous dit aussi que le commandant le Mali, Abdelkader el Mali, a été affecté au front du Mali. Il y avait un front au Mali? Oui. Non, il n'y avait pas de front au Mali. Plus grave encore, la bio officielle, quand il dit qu'il est chargé d'une double mission, Wilaya 5, 1957-58, zone 4, tout ça, c'est au Maroc, pour ne pas confondre. Le QG de la Wilaya 5 était au Maroc, donc il y avait Boussouf, on connaît l'histoire, mais dans la biographie de la présidence, on fait comme si on est en train de parler de Wilaya 5, de zones de PC à l'intérieur du pays. Tout ça était à l'extérieur. Et Bouteflika n'est rentré qu'une en mission, une ou deux fois, et éclipse. Mais la Wilaya 5, il y avait une partie qui se trouvait dans l'ouest algérien, je crois. C'est l'ouest algérien, ça va de Ouersnis jusqu'à la frontière. Mais comme justement Ben Mehdi, qui était le chef de cette zone, qui est devenu Wilaya, a repris sur Alger, Boussouf a déplacé justement le QG au Maroc, à Oujda, au Nador, où il y avait le Malk. Donc on parlait de territoire, la direction de la Wilaya 5 était au Maroc. Mais ça ne veut pas dire que toute la Wilaya, mais les militants et les moudjahidines, il y avait beaucoup qui étaient à l'intérieur du pays, et beaucoup sont tombés en martyrs. Mais cette clique ou ce groupe, il a toujours résidé au Maroc, ils étaient dans des bureaux, dans des palaces, donc à ne pas confondre avec un moudjahid de terrain de montagne. Non, mais Bouteflika a été au front. Il a été au front, Bouteflika, puisqu'on nous dit qu'il était au front du Mali. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? C'est la présidence qui le dit, hein. C'est la biographie officielle. Qu'est-ce que c'est le front du Mali? Il a été envoyé au Mali. Moi, personnellement, dans mes recherches, j'ai trouvé une personne qui était avec lui. Il était dans la maison du ministre malien de l'Intérieur. Sa femme les prenait en 2 chevaux, même que Boussouf l'avait oublié. Donc ils sont restés plusieurs mois et puis ils ont demandé au gouvernement malien de passer le mot à Boussouf qui les a oubliés pour les rapatrier. Donc il n'y avait pas de front. Il y avait l'armée française au Mali.
Et eux, ils étaient là pour être protégés, justement. Ils hébergeaient chez le ministre de l'Intérieur de l'époque. Le Mali était un pays encore colonisé. L'armée française était là-bas. Il n'y avait pas de front de Mali. Ça, c'est une invention qu'aucun historien ne... Mais même le grade de commandant. Là, on sait qu'après justement la constitution du gouvernement du JPRA, ils ont constitué de ce qu'on appelle le COM Est et le COM Ouest, commandement militaire opérationnel militaire Est, où il y avait Mohamed Saïd à sa tête, et celui de l'Ouest qui avait à sa tête Boumedienne. Alors, il y avait beaucoup de bêtises par rapport à l'Est. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été dégradés dans la Mali. Celui de l'Est, parce qu'ils étaient disciplinés avec Boumedienne et parce que c'était un régime plus policier. Ils étaient établis au Maroc. Donc, quand il y a eu la défection du COM Est, c'est le COM Ouest qui était le plus organisé. Donc ces gens, ce qu'on appelle, il y avait des gens qui étaient punis, envoyés au Mali. Bouteflika les a accompagnés. On connaît l'histoire de l'Anamour et les Nouaouara, ils les ont assassinés, mais il y avait beaucoup de gens qu'on avait dégradés. Et lui, il est allé pour chapeauter ce groupe. Donc il n'y avait ni front ni rien du tout. Donc au sud. En fait, le Mali était une résidence surveillée en quelque sorte pour certains officiers de l'ALN qui avaient été dégradés et assignés à résidence au Mali. C'est ça le front du Mali. Moi, je peux vous dire que Bouteflika Abdelaziz, capitaine et avant de devenir commandant, était résidé avec d'autres militants du Mali, bien sûr, dans la résidence du ministre de l'Intérieur malien. Et le Mali avait l'armée française qui gouvernait normalement. Donc, ça laisse supposer des choses. Restez avec nous. Ils étaient cachés et oubliés. Restez avec nous, Montassar Boutroun. Je reviens à vous dans un instant. Alors, Karim Tabou est avec nous. Merci, Karim Tabou, d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal. Merci. Alors, Karim Tabou, que vous inspire donc ce 79e anniversaire de l'actuel chef de l'État? Enfin, d'abord, si Jamal, j'avoue que j'ai pas suivi l'introduction de l'émission. Comme d'habitude, on a toujours les problèmes techniques, donc je suis pas je suis pas vraiment dans le sujet. Mais toutefois, je pense qu'aujourd'hui, comme hier, les anniversaires se succèdent, les dates se succèdent, mais l'état du pays reste le même, sinon de pire en pire. Et malheureusement, depuis 1962, l'Algérie n'a pas su passer le cap le plus important de sa fondation en tant qu'État. C'est le passage de la légitimité révolutionnaire, qui a été tout simplement la source du pouvoir, le moyen par lequel les différents clans qui se sont succédés depuis 1962 ont justifié leur présence, leur pouvoir. Et on n'a pas pu donc passer le cap vers la légitimité démocratique. Et de nos jours, j'allais dire, nous sommes dans le même mandat ouvert depuis 1962. Avec des acteurs qui peuvent changer, avec des personnes qui peuvent changer, parfois même des personnes qui disparaissent et puis rebondissent. Mais l'essentiel est que la situation politique, le système politique dans le pays n'a pas évolué, bien au contraire, le pays a régressé autant sur le plan des valeurs que sur le plan des pratiques. Que dire du désarroi que vit la population algérienne avec des risques sérieux d'avenir incertain. Mais Karim Tabou, pour apporter de l'eau à votre moulin, nous disions justement dans l'introduction que Bouteflika a été en quelque sorte présent lors de l'acte fondateur de l'actuel régime, ça veut dire lorsque Boumedienne l'a envoyé en émissaire auprès des détenus de la prison d'Aulnoy pour proposer à l'un des historiques
d'être le chef d'État de façade, en lui laissant bien sûr la vice-présidence et le ministère de la Défense, le temps de prendre le pouvoir plus tard en 1965. Et donc, Bouteflika a été présent, acteur direct dans cet acte fondateur du futur régime. Et aujourd'hui, il est là à son 4e mandat. Ça veut dire même si pendant un certain moment, il a été évacué pendant quelques années. Mais sinon, il était présent avant même l'indépendance aux commandes du régime. Et aujourd'hui, il est encore à son 4e mandat. Donc, est-ce que c'est vraiment le même régime qui n'a pas vraiment changé, malgré s'il a changé de temps en temps de tête? En tout cas, les actes fondateurs, si nous remontons encore plus loin, on peut trouver que des actes, j'allais dire décisifs, qui ont constitué des tournants importants dans la vie du pays, étaient là, notamment après l'assassinat de Abdan Hamdan. À partir de là, la nature du pouvoir qui allait prendre les commandes, la nature du système qui allait se mettre en place était fondée sur la violence. Le système perdure et il est là depuis 62 avec des hommes qui peuvent effectivement connaître des traversées, entre parenthèses, des traversées de désert, qui peuvent, j'allais dire, disparaître pour quelque temps et ils peuvent être chargés d'autres missions. Mais en tout cas, le système, ses pratiques, ses objectifs sont les mêmes. Et je suis tenté de dire que ce système est basé sur des piliers. L'un des premiers piliers, c'est la violence. Le deuxième pilier, c'est la corruption. Le troisième pilier, c'est le régionalisme. Le quatrième pilier, c'est la puissance des institutions sécuritaires. Et donc, par conséquent, ces caractéristiques ou ces piliers sont encore là. Et on voit très bien que le pays continue à fonctionner dans la corruption, dans le régionalisme, dans la violence et dans la puissance des seuls appareils de l'État, alors qu'en face, tout a été démoli, tout a été affaibli, tout a été cassé, l'université a été affaiblie, les partis politiques ont été affaiblis, la société civile a été affaiblie, le mouvement associatif a été démoli, et au bout de 60 ans de gestion, le pays aujourd'hui se retrouve tout simplement fragile, affaibli, incapable d'envisager l'avenir avec sérénité. Restez avec nous, Karim Tabou. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue vos téléspectateurs et vos invités. Merci. Karim Tabou vient de nous faire, j'allais dire, un terrible réquisitoire. Hein. C'est un bilan réquisitoire. Très peu de mots, brillant réquisitoire, qui fait le constat des choses, en fait. Et vous-même, que vous inspire donc ce 79e anniversaire de Monsieur le Président de la République? Que nous sommes tout simplement en gérontocratie. Oui. Mais encore. C'est un vieillard qui préside aux destinées de 80% des Algériens qui ont moins de 40 ans. Ouais, c'est ça qui est dans notre pays difficilement acceptable. Mais encore, Brahim Younsi, en plus de son âge, le pire, je crois, c'est qu'il est malade en plus. Oui, justement, il est même grabataire. Si on veut parler de l'âge du pilote. Un bilan vient d'être fait. Je suis globalement d'accord, bien entendu, avec ce bilan. Mais les bilans, nous les faisons sans l'âge du pilote. On sait que l'Algérie est dans une situation catastrophique. Nous savons que, moi je ne dirais pas comme Karim Tabou, que je salue, que on a affaibli les partis, on a ceci, on a cela, etc. Pour moi, les partis n'ont pas été affaiblis parce qu'ils n'existent pas, tout simplement. Les partis n'ont jamais, des partis qui sont agréés par un système qu'ils combattent,
par un pouvoir qui sont censés combattre et qui les agrée, cela me paraît paradoxal. Ces partis n'existent pas, n'ont pas de base sociale, n'ont pas de base militante sérieuse pour pouvoir agir, etc. Y compris matériellement, c'est l'État qui pourvoit à leurs dépenses quotidiennes, etc., etc. Bon, ça veut dire que tout est à refaire et tout est à refaire à la base. Quant à l'échec, nous le savons, bon, il vient de très très loin. Il n'est pas besoin d'aller jusqu'à l'assassinat de Abban. La situation de notre pays est connue. Quel est l'avenir? Qu'est-ce que les partis politiques, comment vont-ils faire? Quelles sont les stratégies qu'ils vont employer pour pouvoir justement sortir l'Algérie du marasme dans lequel elle est plongée? C'est ça qui est, à mes yeux en tout cas, essentiel et fondamental. Dire que il est clair que le pouvoir depuis 1962 est une catastrophe et un échec. Cela est clair, il n'a généré que ce dont on a parlé, ce dont Karim Tabou a parlé, la gestion par la violence, par la corruption, etc., etc. Cette politique est aussi de la carotte et du bâton. Nous savons tout cela. Depuis 60 ans, nous vivons cette situation-là. Nous vivons la carotte et le bâton. Brahimi aussi, vous parlez de depuis 62. Mais avant 62, cette fameuse visite clandestine de Bouteflika aux prisonniers du château d'Aulnoy, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'y est dit et comment ça s'est concocté, de quelle manière? Tout simplement, ça c'est bon. Vous êtes une visite à des prisonniers à Aulnoy, aux 5 historiques d'Aulnoy. Quand on parle des 5 historiques, parce que Bitat les avait rejoints, certains parlent de l'Esharaf, mais des 5 parce que Bitat les avait rejoints, qui étaient emprisonnés à Alger, et puis on l'a transféré. Cette visite-là ne pouvait pas être une visite clandestine. Et la visite ne pouvait pas avoir lieu sans l'accord des autorités françaises. Mais justement, avant que vous ne poursuiviez, Brahimi Younsi, pourquoi dans ce cas, la présidence qui a rédigé cette biographie, pourquoi s'est-elle sentie obligée de dire visite clandestine? Pourquoi? Quelle est cette mauvaise conscience qui sous-tend cette déclaration, pour le moins, outrancière? Oui, c'est ce qui est curieux. C'est ce qui est curieux, tout simplement pour dire que l'envoyé de l'état-major n'était pas l'envoyé du gouvernement provisoire de la République algérienne. D'accord. Mais sinon, comment d'abord les autorités françaises ont-elles accepté cette visite? Comment se fait-il que les autorités françaises aient intervenu elles-mêmes auprès de Mohamed V pour lui demander de délivrer un passeport à Abdelaziz Bouteflika? Et pourquoi? Quel est le fondement réel de cette visite? J'ignore si les autorités françaises sont intervenues pour délivrer un passeport à Bouteflika, mais beaucoup de nos dirigeants à l'époque voyageaient soit avec des passeports tunisiens, soit avec des passeports marocains, voire des passeports égyptiens. La plupart d'entre eux, nos diplomates, etc. Simplement, les autorités françaises ont permis cette entrevue parce qu'il fallait absolument que se règle, parce que les négociations avaient commencé. Il fallait absolument aboutir. Oui. Et l'état-major se préparait à la conclusion des négociations, craignant précisément d'être permettez-moi l'expression, la 5e roue du carrosse. Et il fallait absolument que l'ALN participe à la délégation qui devait négocier ce nous connaissons maintenant sous le nom des accords d'Évian. C'est cela que Bouteflika a été allé. Mais Brahimi Younsi, cette facilitation par les autorités françaises de cette visite, est-ce que cela apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent oui, les Français avaient intérêt que l'armée des frontières prenne le pouvoir
même si c'est avec par façade interposée, par Ben Bella, entre autres interposée, plutôt que le GPRA le prenne... Oui, mais est-ce une ruse? Mais de prime abord, ce n'est pas à Ben Bella qu'on s'est adressé. On s'est adressé à Mohamed Boudiaf. Qui a refusé. Oui. Mais s'il avait accepté, il aurait subi le même sort. Il aurait servi de façade pour 3 ans, puis dégagé. Je pense, vraisemblablement. Mais on a toujours un plan B, comme l'on dit. On a toujours un plan B. Mais on s'est adressé à d'abord Mohamed Boudiaf. Bon, Ben Bella a accepté. Ben Bella a accepté, ça ne veut pas dire. Hein, je ne veux pas défendre Ben Bella. À l'exception, il faut dire les choses. Il y avait, à l'exception de Hussein Ait Ahmed et de Rabah Bitat, les 3 autres, y compris Khidr, voulaient le pouvoir. D'accord. Khidr n'avait peut-être pas l'envergure qu'avaient Boudiaf et Ben Bella, a fini par s'effacer derrière Ben Bella, mais tous lorgnaient le pouvoir, tous voulaient le pouvoir, ou quasiment tous. Ça, c'est une donne qu'il faut absolument avoir pour ne pas non plus accabler un seul homme. Il y a eu une course au pouvoir. Et effectivement, celui qui a choisi, enfin, celui qu'on a choisi, c'est vrai, parce que ce n'est pas lui qui a véritablement choisi, celui qu'on a choisi, qu'on a fini par choisir, par défaut du premier auquel on s'est adressé, avait avec lui la force. Ce qu'il est vrai, vraisemblablement aussi, que Charles de Gaulle, l'État français voulait absolument que l'armée des frontières prenne ou participe à la course au pouvoir, parce que, semble-t-il, cela est apocryphe, que Krim avait demandé au général de Gaulle de bloquer ou de maintenir les forces extérieures, c'est-à-dire l'état-major, en Tunisie, pour laisser l'indépendance se faire, que le GPRA s'installe. Une certaine forme. Enfin, le GPRA, je crois que le général de Gaulle avait exclu dès le début le GPRA parce qu'il avait décidé dans les accords d'Évian, on en avait déjà parlé, qu'il y ait un exécutif provisoire. Cet exécutif provisoire était le gouvernement. Oui. Il gérait les affaires courantes du pays. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous revenons à vous dans un petit instant et je reviens à Montassar Oubetrone. Des commentaires, Montassar Oubetrone? Personnellement, la question de la visite du 5, il ne faut pas oublier qu'elle s'est effectuée dans une crise terrible qui opposait l'état-major des militaires avec le GPRA. La France a favorisé. Il n'était pas question de Ben Bella ou d'autres, mais c'était une position qui a permis au groupe d'armée des frontières de rentrer en contact et de chercher de nouveaux alliés. Parce que les prisonniers, ils étaient hors jeu. Donc, là, ça c'est des détails. D'ailleurs, même que après, et on a permis aussi à Karim Belkacem, avec Ben Toubal, à une délégation officielle du GPRA, de rentrer une deuxième fois en contact avec les prisonniers de Donois, ça on le sait. Mais en 61, Bouteflika est rentré avec un passeport marocain. Les Français savaient très bien ce que Bouteflika faisait au Maroc. Ils connaissaient son parcours. J'ai dit qu'ils ont même un colonel, le général Jacquin a dirigé la Wilaya 5. Quand ils ont assassiné Lotfi. Ils n'ont pas expliqué, mais il a continué à donner des ordres. C'est qu'après 4 mois de gestion qu'ils se sont rendus compte, en fin de compte, que leur vrai chef Lotfi était mort et que c'était le général Jacquin des services spéciaux du BEL qui conduisait les négociations. La France a tué tous les gens qu'elle a voulu au Maroc, qui étaient dangereux, donc elle connaissait tout le monde. Dire que clandestinement, c'est un peu... Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce papier de biographie officielle qui ressemble plus à un brouillon, et c'est ce culte de personnalité. On a reproché ça à Msali alors que c'était pas vrai. Voilà, par exemple, quand je dis que Bouteflika est élu à la présidence de la 29e session de l'Assemblée. C'est pas Bouteflika, c'est l'Algérie.
C'est l'Algérie, exactement. Il obtient la mise au banc par la communauté algérienne. Ça, c'est la diplomatie algérienne. Il se confond avec cette diplomatie. Et après, à la fin, donc c'est des exploits personnels. Et heureusement que Bouteflika n'a pas participé aux négociations d'Évian, sinon ils auraient écrit qu'il a obtenu l'indépendance de l'Algérie. Exactement. Moi, je conseille à nos téléspectateurs d'aller vite lire cette biographie qui figure sur le site de la présidence, avant qu'elle ne soit changée ou corrigée. Elle est truffée d'invraisemblances. Mais sinon, Muntasser Boutron, je voulais vous poser une question importante qui a vraiment son importance. Comment se fait-il que Bouteflika passe du ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme à ministère des Affaires étrangères, qui est un poste très important, c'est-à-dire le ministère le moins important de l'époque au ministère le plus important de l'époque, qui était occupé par Khmisti Rabbi Yarhamou. Khmisti a été assassiné. Et l'équipe de Mejda avec Ben Bella, ils essaient de nous faire avaler une version qui ne tient pas debout. C'était celle de dire que Khmisti a été tué par un détraqué qui s'appelle Zenadi, parce que sa femme était belle, et une chanson comme ça qui ne peut pas tenir. Chanson que la femme de Khmisti n'est autre que l'ancienne femme du shahid colonel Lotfi. Alors, Khmisti a vraiment, c'est-à-dire protesté énergiquement contre l'expérimentation d'une bombe atomique, ou de l'explosion d'une bombe atomique, la première en 63 de l'Algérie. Oh, exactement. Alors, je vous arrête, Muntasser Boutron, parce que c'est très important. Khmisti, qui était ministre des Affaires étrangères, a protesté contre le premier essai nucléaire de 1963. Essai nucléaire français. Oui. Or, est-ce que cette protestation, est-ce qu'elle lui avait été dictée par Ben Bella, ou est-ce que c'était une initiative de sa part? Je pense qu'il est pour beaucoup. Ben Bella, parce que Ben Bella a négocié après. Et il est resté un petit peu flou. Il a condamné, soi-disant, comme dit un papier du journal Le Monde, c'était pour calmer ce qu'ils appellent les extrémistes ou les radicaux. Mais depuis, il n'y a plus eu de protestation. Depuis la protestation d'Khmisti, il n'y a plus eu aucune protestation officielle. Avec Khmisti, on a mis, ils ont rappelé notre ambassadeur, c'est-à-dire l'ambassadeur de France a été chassé d'ici avec beaucoup de manifestations. Dans la même semaine, il est rentré dans l'Assemblée pour arracher une condamnation. Il y avait même des manifestations qui disent la bombe à Paris. Il a été assassiné et depuis. Alors, il a été assassiné juste après sa protestation Il a été assassiné juste après Oui, c'était le 2 avril. Et la bombe, elle a explosé le 18 mars, donc le temps de la protestation. Et après, on a nommé Abdelaziz Bouteflika président des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Et la France a fait, depuis cette date jusqu'au 16 février 1966, 10 autres bombes. Il n'y a même pas un petit communiqué de 2 lignes pour protester. Voilà, ça, tout le monde doit savoir, et le peuple algérien a droit justement à des explications. Exactement. Je continue un petit peu là avec l'histoire quand Bouteflika n'est plus ministre des Affaires étrangères. C'est la catastrophe. Voilà, il est sorti, il est victime. Même l'horizon funèbre de Boumediene, elle figure sur la bio. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le texte ou c'est une réalisation importante dans l'histoire de l'humanité que de prononcer une oraison funèbre? Après, il est victime, il est ciblé par la campagne de déboumédianisation. Ça aussi, je ne sais pas, on parle d'un État algérien. C'est pas un truc rigolo. Je ne sais pas, je demande à ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, c'est quoi le culte de la personnalité? J'ai jamais vu pire de ma vie, personnellement. Des boumédianisations, et après, voilà encore une fois qu'il a refusé des propositions d'être ministre conseiller pour le Haut Comité d'État, chose qui ne cadre pas avec ce qu'a déclaré le feu Likaf Rahimahullah,
qui était au comité d'État. Il a laissé heureusement une vidéo pour dire qu'ils n'auraient jamais accepté de donner n'importe quel poste à ce monsieur. Il le dit d'une manière franche. Là, dans la biographie de la présidence, on dit que c'est des propositions qui ont été rejetées et on enchaîne directement à 98 quand il est venu, puis c'est l'histoire des premiers. Donc, c'est-à-dire, on essaie de nous présenter pas un être humain, c'est plus qu'un dieu. Tout ce qui est bon pour ce pays. J'ai dit que s'il avait assisté comme Damelk aux négociations d'avion, on aurait fait dans la bio. C'est lui qui a libéré le pays. Mais sinon, Montassar Ouboutron. Je tiens à rappeler que Bouteflika n'a jamais tiré une balle, il n'a jamais été dans les vagues. Quoique, il ne faut pas se fier au grade de commandant, ni militaire, il n'a ni bataille, ni rien du tout. Il a été commandant une année après avoir rejoint l'ALN, nous dit-on. Hein. Il aurait rejoint. Oui, l'armée des frontières a gagné la guerre. Elle est rentrée, elle a pris le pouvoir. Il y a un excellent livre qui vient de sortir en France, justement, qui est écrit par un éminent historien. Le titre, c'est le choc des décolonisations. Il parle des élites. Donc c'est une élite que la France a mis et à qui elle a donné le pouvoir, au détriment du peuple et au détriment des aspirations démocratiques des peuples du pays du Sud, ou ce qu'on appelle les élites décolonisées. Montassar Ouboutron, vous avez entendu tout à l'heure Bouteflika s'exprimer quand il était jeune, juste au lendemain du coup d'État, du putsch, à qui il a refusé le terme de putsch. Il a dit que c'était un terme impropre, c'était pas un putsch. Et il a parlé de la vocation de l'Algérie qui était de lutter contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. Alors quand vous voyez le tournant qu'il a pris maintenant, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce Bouteflika de jeune qui parlait de lutte anti-impérialiste, anti-coloniale, anti-néocoloniale, et qui aujourd'hui a ouvert le pays, grande porte ouverte à tous les impérialismes, à tous les néocolonialismes, à toutes les exploitations. Justement, toutes ces réalisations, maintenant, on en rit. Hein. Où est-ce qu'elle est la Ligue arabe? Où est-ce qu'elle est l'organisation du tiers-monde? Les non-alignés? Ben voilà, justement, c'est un constat d'échec. Tout est échec objectivement, mais le monsieur qui a participé, même si d'une manière minime, est toujours le champion, c'est lui qui est. Vraiment, c'est une honte, cette biographie officielle. On n'en parle pas, on connaît même pas. Il est né à Oujda. Je ne sais pas pourquoi on veut cacher ça. Alors que tout le monde le sait, mais il n'ose pas dire né en 1937 à Oujda, né en 1937, point à la ligne. Justement, c'est comme incroyable. L'histoire de clandestinement. Clandestinement, ça cache quoi? Oui, exactement, tout à fait. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré clandestinement. Donc c'est un traître. Restez avec nous, Montassar Ouboutron. Nous n'arrivons pas à voir Karim Tabou. Nous l'avons perdu, nous essayons de le joindre depuis tout à l'heure. Nous essayerons toujours. Je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, aujourd'hui, Bouteflika est à son 4e mandat. On ne sait pas très bien si c'est lui qui est au pouvoir. Personnellement, mon avis personnel est que non, pas 1%. Il n'est pas là du tout, il est totalement absent. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce régime, même s'il a changé de tête de temps en temps, même s'il a un peu dévié à gauche, à droite, même s'il a changé de discours, même s'il a changé de méthode, même s'il ne se cache plus derrière les paravents du socialisme, de la lutte anti-impérialiste, colonialiste, force est de constater que c'est vraiment le même régime que celui, comme l'a corrigé tout à l'heure Karim Tabou, dont l'acte fondateur a été l'assassinat de Abba Ramdan, l'installation de la force armée au sein de la révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment c'est le même régime? Je dirais pas. Oui, moi je ne crois pas que cela date de
l'assassinat de Abban. Hein. Cela existait déjà auparavant, y compris dans le mouvement national. Je ne crois pas que les choses démarrent. On veut faire partir l'histoire de l'assassinat de Abban et centrer sur seulement cette période de l'histoire, alors qu'avant cela s'est passé. Vous venez de parler de Msali, le MTLD. Non, ça veut dire la prise de pouvoir. Brahimi aussi, peut-être que je me suis mal exprimé. Ça veut dire la prise du pouvoir par un régime qui a commencé à se profiler, à prendre forme à partir de cette date butoir. Oui, non, pas forcément. Il a commencé avant. Souvenez-vous des 3B, et ce sont les 3B qui décident de l'exécution de Abban. Il y avait un pouvoir qui s'instaurait, qui s'installait. Le triumvirat existait et a dirigé la révolution entre guillemets de main de fer. Cela a commencé bien avant l'assassinat de Abban. Cela s'est amplifié après l'assassinat de Abban. Abban n'était pas non plus, il faut le dire, hein, Abban était aussi un autocrate. Il ne faut pas non plus le faire passer. Il a été assassiné, bien sûr, cela est plus que condamnable, surtout dans la révolution. Mais c'était aussi un autocrate. Hein, il dirigeait comme un autocrate. C'est clair. Hein, je crois que. Oui, mais même si c'était un autocrate, ils l'ont assassiné. Ça ne justifie en rien. Si on devait assassiner tous les autocrates, il n'y aurait plus de place dans les cimetières. C'est ce que je viens de dire, c'est condamnable. C'est condamnable. Ce que je veux dire, c'est que l'autocratie ou la dictature n'a pas commencé après Abban ou après l'assassinat de Abban. Avant Abban, elle a existé, l'autocratie a existé. Avec Abban, elle a existé, et après Abban, elle existe encore aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Si vous me permettez, je veux revenir juste sur l'explosion ou les explosions des bombes. Cela a été prévu par les accords d'Évian. Oui. Cela a été prévu par les accords d'Évian. À Évian, les accords qui ont été signés ont dit qu'il y aurait 4 ou 5 tirs encore dans le Sahara et que les essais chimiques, la France poursuivrait ces essais chimiques à Bidounammous. Et cette question de Bidounammous, nous l'avons su que dans les années 80. Oui. En 86 ou 87, 86. Donc, tout cela était prévu. Il ne s'agit pas de rendre telle ou telle personne responsable. Oui, mais Khmeisti avait dénoncé, alors que c'était dans les accords d'Évian. C'était dans les accords d'Évian, et il avait dénoncé. Oui, mais il a dénoncé, sincèrement, personnellement, je n'ai pas ce souvenir-là, mais il a dénoncé, peut-être, mais il était comme ministre des Affaires étrangères en dehors de la ligne officielle. Je ne sais pas ce que en principe, le ministre des Affaires étrangères obéit à la ligne que trace le président de la République. Il était sous l'autorité du président de la République, parce que c'était le président de la République qui insufflait la politique étrangère du pays. Peut-être que Khmeisti, moi je n'ai pas ce souvenir, ait dénoncé le tir dont vous avez parlé, mais néanmoins, ces tirs-là étaient prévus par les accords d'Évian. Ouais. C'est clair, la France avait l'autorisation par les signataires des accords d'Évian, c'est-à-dire la délégation et Klim en particulier, parce que c'est lui qui a signé les accords, que la France poursuive ses essais nucléaires sur le territoire algérien et poursuivre jusqu'à une date récente, c'est-à-dire vers les années 66-67, même plus tard, ses essais chimiques. Cela doit être clairement dit. Oui. Hein, voilà, c'est une chose. Donc ce n'est ni la responsabilité je ne veux pas le défendre. Je crois que parce qu'on tire toujours à boulet rouge sur les mêmes, alors que c'est un aéropage de personnes qui sont responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et bien entendu, les accords qui ont été signés parce que nous voulions absolument l'indépendance. Et ça ne veut pas dire que nous avons signé n'importe quoi. Il fallait absolument détricoter après les accords d'Évian qui nous liaient, y compris militairement, souvenez-vous, et ça c'est à l'époque de Membla, l'affaire de Merchikbir. Oui. Alors que les accords d'Évian permettaient à l'armée française, c'est-à-dire d'avoir une base militaire à Merchikbir. Et il y a eu j'allais dire une vraie guerre avec la France sur pour faire partir, pour
déménager la base militaire française qui existait à Marseille. C'était tout un combat. Et pour revenir à Bouteflika, Bouteflika se disait, y compris dans le régime, pour revenir à la déclaration qu'il a faite à propos du putsch, où il récusait ce mot de putsch, en parlant d'anticolonialisme, d'anti-néocolonialisme, d'anti-impérialisme, etc. Alors que lui il s'est présenté au moment de la présidentielle en 99 comme un libéral, comme le chef, je reprends ces mots, de l'école libérale algérienne. Voilà quelqu'un qui se situait dans un régime socialiste, entre guillemets, qui se dit libéral, qui a cautionné un régime autoritaire, un régime dictatorial, un régime se disant centraliste, démocrate centraliste, etc., et qui s'alignait sur Moscou, toute la politique industrielle et les institutions de notre pays étaient calquées sur l'Union soviétique, qui se dit libéral. Je crois que vous avez raison, le régime reste le même, la matrice du régime reste la même, même les visages sont les mêmes. Les personnes qui dirigent le pays sont les mêmes. Bouteflika, vous l'avez dit, depuis 1963, et qu'il est au pouvoir, voire avant 1963, qu'il est au plus haut niveau du pouvoir. Merci Brahim Younsi. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous, Brahim Younsi. Merci à Montassara Oubetroun. Merci à Karim Tabou, que nous n'avons pas pu joindre de nouveau malheureusement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.